Ils se situent entre archives, entre objets muséals, mais un objet muséal qui ressortirait plutôt de l'ethnographie du quotidien, donc pas suffisamment noble pour qu'on y prête quand même une attention trop soutenue. Donc lorsque j'ai commencé mes recherches, seule la section des produits chimiques était en grande partie inventoriée. Et en fait, c'est ce seul critère qui a déterminé mon choix. J'aurais pu travailler sur les tissus, sur toute autre chose, mais le seul état d'avancement de cette section-là m'a permis de travailler sur ce fond. Selon la classification du Conseil de prud'homme, cette section contenait tout ce qui ne ressortissait pas des tissus et des métaux. Donc, des objets divers, en verre, en céramique, des contenants, des jouets et des tas de choses, en fait, plus ou moins bien définis. C'est Brigitte Lenné qui m'a orientée vers ces objets qui étaient en bon état de conservation et qui, pour la plupart, étaient quand même attrayants. À partir de fiches d'inventaire établies par l'équipe des archives, j'ai pu isoler donc 423 dessins et modèles, savons et contenants divers. Les savons étaient déposés très souvent en nature et se préservent extrêmement bien, parfois en plâtre. Les contenants divers, donc énormément de cartonnage et de verre et de faïence. Ces contenants donc vides à quelques rares exceptions. Et j'en ai retenu finalement 224 qui m'ont paru véritablement pertinents. Donc ce sont donc résolument des objets ordinaires, au mieux de demi-luxe. Quand je tombais sur des boîtes qui étaient signées Guerlain, par exemple, je savais que j'avais affaire à un objet plutôt de demi-luxe ou de luxe. Mais en fait, la plupart étaient des objets vraiment ordinaires. Et c'était donc de ces objets que je voulais parler. Et le professeur de l'école des Chartes qui a accepté de soutenir mon sujet, en l'occurrence Jean-Michel Legnaud, à l'époque m'a témoigné d'une grande confiance, car ni lui ni moi ne savions vraiment ce que j'allais en tirer. Il n'était même pas question de faire de la topographie, il était question de parler d'objets. Et alors, pour l'école des Chartes, cette recherche semblait quelque peu farfelue. Donc, je repasse la parole à Catherine. Alors, on va passer finalement à une deuxième partie de cet exposé pour vous présenter à mon tour d'abord, puis ensuite Rosine, les sources et les méthodes que nous avons utilisées pour pouvoir travailler. Alors, comme vous l'avez compris, mon propos était de travailler non seulement sur la consommation des produits cosmétiques, mais aussi, et peut-être surtout, si j'ose dire aujourd'hui, sur la production des produits cosmétiques, la manière dont ils étaient conçus, fabriqués par un certain nombre de professionnels de l'époque moderne. Évidemment, comme toute personne qui avait travaillé sur ces questions avant moi, j'ai utilisé les sources littéraires, les sources iconographiques et puis aussi les sources publicitaires, bien sûr. Mais pour aborder la question de la production, il fallait finalement établir des corpus de sources tout à fait différents qui jusque-là n'avaient pas vraiment été mis en place, qui n'avaient pas été véritablement créés, et d'autres corpus qui permettaient finalement d'aborder le domaine de la production en pénétrant finalement dans de nouveaux domaines historiographiques, c'est-à-dire le domaine de l'histoire des sciences, le domaine de l'histoire de la médecine et le domaine de l'histoire des techniques. Donc, il s'est agi pour moi de constituer des corpus de sources qui me permettent, en pénétrant ces trois univers, de rendre compte de ce qu'était la production des cosmétiques à l'époque moderne. Alors le premier corpus n'a pas été très difficile à constituer, puisque j'ai retrouvé très tôt finalement à la BNF un petit opuscule rédigé par un parfumeur assez connu un parfumeur parisien assez connu des années 1890, que Rosine d'ailleurs connaît bien, Jean-Charles Vigisoff, qui a voulu non seulement faire œuvre de parfumeur, mais aussi faire œuvre finalement d'historien de son métier, et qui, à la fin des années 1890, a rédigé un petit opuscule dans lequel il recense finalement tous les ouvrages qui ont été écrits entre le 15e et le 19e siècle, donc date à laquelle il écrit lui-même, tous les ouvrages dans lesquels on peut retrouver un certain nombre de recettes de cosmétiques. Donc, ce corpus établi par Jean-Charles Vigisoff m'a permis de retrouver un certain nombre d'ouvrages pour la période moderne, c'est-à-dire entre 15e et 18e siècle, des manuels dans lesquels figurent un certain nombre de recettes cosmétiques. Ces manuels appartiennent à des genres, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, appartiennent à des genres différents. Ce sont des ouvrages de thérapeutique, avec en l'occurrence ici
l'ouvrage d'André Le Fournier, qui s'intitule « La décoration d'humaine nature », et je lis la suite du titre, « La décoration d'humaine nature et à ornement des dames ». Donc cet ouvrage, André Le Fournier est un médecin, et dans cet ouvrage donc, figurent non seulement des recettes de médicaments, donc de thérapeutiques, mais aussi un certain nombre de recettes de cosmétiques. Donc un premier ensemble d'ouvrages sont des ouvrages de recettes, auxquels s'ajoutent des manuels d'économie domestique, dans lesquels figurent aussi un certain nombre de recettes de cosmétiques, et d'autre part, des manuels qu'on qualifie de manuels de secret, qui sont inspirés au XVe et au XVIe siècle par les pratiques alchimiques qui sont en train de se développer et d'ailleurs de glisser de pratiques aux confins du secret aux pratiques mises en lumière bientôt par la faculté de médecine de Paris, puisque l'alchimie finit par être reconnue dans ces pratiques. Donc des manuels qui relèvent de la thérapeutique, de l'économie domestique, mais aussi des manuels de secret inspirés par les pratiques alchimiques, comme ici, le frontispice de l'ouvrage de Marie Meurdrac, publié pour la première fois en 1666, qui s'intitule donc « La chimie charitable et facile en faveur des dames ». Et vous voyez donc clairement un personnage féminin qui écarte un rideau, comme si on levait le secret sur les pratiques alchimiques. Et déjà ici au premier plan, un certain nombre d'éléments qui font partie des ustensiles du chimiste, Matra, Athanor, etc., etc. Donc, des ouvrages différents, et ce qui est tout à fait clair, c'est que la publication de ces manuels, quels qu'ils soient, de thérapeutique, d'économie domestique ou de secret, la publication de ces manuels inscrits dans la longue durée de l'époque moderne, du XVe jusqu'au XVIIIe siècle, prouve que pendant toute la période moderne, une confection domestique à domicile de cosmétiques a existé pour peu que les individus sachent lire naturellement. Dès le XVIIe siècle, cependant, à cette production domestique de cosmétiques s'ajoute une production professionnelle. Et c'est la production professionnelle de cosmétiques qui m'a permis de constituer un second corpus de documents après ce premier corpus de recettes. Il faut dire que dès le XVIIe siècle, la consommation des cosmétiques devient de plus en plus importante. Elle touche de nouvelles catégories sociales, en particulier urbaines, bien sûr, mais qu'elle se développe. Et tout ceci conduit de multiples artisans urbains à entreprendre la confection de cosmétiques, évidemment, pour ajouter des produits à ceux qu'ils fabriquaient déjà. Parmi les artisans qui se mêlent de cosmétiques figurent les épiciers, les apothicaires, les liquoristes, mais aussi, dès le XVIIe siècle, les gantiers parfumeurs. Donc, la corporation des gantiers parfumeurs m'est apparue finalement, dès le XVIIe siècle, elle m'apparaît lorsque j'ai commencé à travailler et que j'ai identifié que les gantiers parfumeurs s'emparaient de cette production. La corporation est devenue un fil rouge qui me permettait de pister la fabrication des cosmétiques en particulier. Cependant, j'ai été assez vite déçue par les documents que je pouvais retrouver sur la corporation des gantiers parfumeurs, parce que, comme vous le savez peut-être, les archives des communautés de métiers parisiennes ont disparu. Elles ont brûlé pendant la Commune. Et d'autre part, les textes réglementaires qu'avait produits la communauté des gantiers parfumeurs, finalement, donnaient assez peu d'informations sur la production et sur la fabrication des recettes de cosmétiques elles-mêmes. Donc, finalement, c'était un fil, certes, mais un fil qui s'avérait au final un petit peu décevant. Donc, j'ai été obligée finalement de m'y prendre autrement, et je me suis alors mise en quête d'archives privées de gantiers parfumeurs. Et finalement, ce sont ces seules archives privées qui m'ont permis de rendre compte des actes et des gestes de la pratique professionnelle de ces artisans du passé. Alors, ce second corpus, constitué donc par les archives privées des parfumeurs, est constitué par 3 sous-ensembles principaux. D'abord, il y a des dossiers de faillite de gantiers parfumeurs qui figurent dans la série D4-B6 des archives de la Seine, dans laquelle, dans ces registres de faillite, on peut trouver souvent un inventaire du fonds de boutique de celui de l'artisan qui est failli,
Et puis également une liste des créanciers